Le quorum est donc atteint. Je vous propose de désigner Xavier Marco comme secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon, à l'unanimité, comme d'habitude. Alors, approbation du procès-verbal du 4 février 2025. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 4 février 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Non? Pas de remarques? Ok, ça marche. Donc on va procéder au vote du procès-verbal. On va voir si ça a chauffé. On n'est pas trop mal aujourd'hui, apparemment. Hop là. Et c'était un diesel. Alors, je vous en prie. Mais vous inquiétez pas, on a tout le temps, monsieur le maire. Ah, vous savez que je peux rien vous refuser. C'est bon? Il nous manque donc les scrutins pour Madame Clise, Aline Landrin et Fanny Lauzin. Pour Madame Clise. Merci. Merci pour elle. Alors, 36 votants, 36 votes, 34 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 1. Procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire par le CDG 84. Donc on est rentré dans le groupement pour la commande qu'a fait pour ce marché public le centre de gestion du Vaucluse, et on va voir si les tarifs sont intéressants pour la protection de nos fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Pas de questions, on passe au vote. Alors, 36 votants, 36 votes, 36 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, c'est toi, Nicolas, pour le rapport d'orientation budgétaire. Merci, Président. Vous savez que le mois de mars marque le retour du printemps. Il marque aussi la période de la session budgétaire. Et donc, je vous propose de commencer par le rapport d'orientation budgétaire 2025 et commencer tout de suite avec quelques ratios qui vont être communiqués dans les premières pages du rapport. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ces ratios. D'abord, le premier, c'est le ratio d'équipement à la population par habitant. Vous remarquerez que sur le Pays d'Orange-en-Provence, on investit 200 € par habitant, là où dans la moyenne de la strate, on est à 95 €. Ça veut dire qu'on est un territoire qui investit, et ça, je tiens à le souligner, malgré les difficultés financières qu'on peut connaître, à la fois conjoncturelles et structurelles. Le deuxième ratio que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est les dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. La force du Pays d'Orange-en-Provence, c'est le poids du personnel qui représente moins de 23%, alors même que dans la strate, on est autour de 41-70%. Au niveau des impôts, eh bien, on est comme la strate, on est autour de 177 € par habitant, ce qui montre qu'on ne lève pas plus l'impôt que les autres sur le territoire. Et enfin, sur les dépenses réelles de fonctionnement, le dernier ratio que j'aimerais qu'on regarde ensemble, on est plus haut que la strate, 562 € par habitant au lieu de 373 €. Ça s'explique du fait qu'on est un territoire, on est une collectivité qui redistribue plus d'attributions de compensation que les autres intercommunalités. Voilà pourquoi ce ratio est plus élevé que les autres. En préambule également dire que la trajectoire 2024 est de bonne facture, on va y revenir tout de suite, et puis on va tracer les jalons pour l'exercice 2025 avant qu'on ne présente le budget au prochain conseil. D'abord, pour analyser 2024, le fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement qui sont en très légère baisse, alors essentiellement portées par les atténuations de charges, les arrêts maladie, les remboursements d'arrêts maladie, signe qu'on a moins de maladies et donc moins de remboursements à ce niveau-là. On a une progression des produits du service du domaine. Vous le savez, on en avait parlé en commission des finances, on a eu une hausse des remboursements des fluides sur l'aire des gens du voyage et puis le retour du stationnement. Donc ça a représenté des recettes supplémentaires.
On a notre poste chapitre impôts et taxes qui a évolué, mais comme dans toutes nos collectivités, ce sont essentiellement les bases. Vous savez que les taux, on ne les a pas touchés sur notre collectivité. Ce sont les bases qui ont créé une dynamique haussière en la matière. Et puis une augmentation des produits de gestion courante qui sont liés au remboursement des sinistres. Et le point important, c'est la baisse des produits exceptionnels de 97% qui étaient liés aux opérations, toujours en lien avec le divorce de Sorgues et de Bédaride. Au niveau des dépenses de fonctionnement, elles sont en baisse également. Elles sont surtout en baisse liées aux dotations aux amortissements, là aussi par rapport à des opérations que nous avions eues en 2023 liées au divorce avec Sorgues et Bédaride, avec une baisse aussi des charges exceptionnelles, puisque nous avions des dépenses qui sont passées sur d'autres chapitres, et des charges de personnel aussi qui sont en baisse de 1,13%. C'est rare, puisqu'on sait que c'est plutôt un chapitre qui a une tendance haussière, notamment liée au glissement vieillesse technicité, ce qui montre qu'on maîtrise bien nos charges de personnel sur notre collectivité. Et puis on a une hausse des charges à caractère général, mais c'est très conjoncturel, vous le savez, la hausse des fluides, la hausse des matières premières qui impactent notre 0,11, comme dans beaucoup de nos collectivités. Et puis des autres charges de gestion courante, on en parle souvent, c'est GEMAPI, c'est l'OTI dans ce chapitre-là qui rentre, c'est nos contributions obligatoires, comme on les a aussi dans nos collectivités. Voilà en bref pour le fonctionnement. Quelques mots sur l'investissement, des recettes qui sont en baisse, et ça vous a été expliqué notamment sur les remboursements de FCTVA et la couverture du déficit d'investissement, mais aussi des dépenses qui sont en baisse. Alors d'abord lié à la conjoncture, évidemment, on a une réduction de voilure, mais vous avez vu qu'on continue à investir massivement, mais c'est aussi et surtout parce que nos projets sont arrivés à maturité, et donc que nous sommes en train de terminer les grands projets structurants que nous nous étions fixés pour le mandat. Les résultats d'affectation, ils vous ont été communiqués. La section d'investissement devrait terminer autour de 2 500 000 € et la section de fonctionnement devrait terminer autour de 7 222 000 €. C'est une très bonne facture, ce qui montre effectivement que les efforts qui ont été consentis portent leurs fruits et nous permet de nous projeter sereinement pour les exercices à venir et notamment l'exercice 2025. Sur les affectations de résultats qui vous seront proposées, on a des RAR en investissement qui sont quasiment couverts, qui sont couverts intégralement par les excédents. Et donc on aura un résultat d'investissement de 266 000 € après la couverture des RAR et puis en fonctionnement 7 229 000 €. Je le redis, la satisfaction de voir ces résultats se consolider. Vous avez ensuite tout le contexte économique, on ne va pas y revenir dessus, vous le savez, on est dans un contexte qui est particulièrement mouvant, qui est particulièrement instable, et notamment avec la crise ukrainienne et la crise de la dette d'État. On n'y reviendra pas, je vous laisserai le soin de le lire. On passe au poste personnel, page 15, l'évolution des ressources humaines. Je vous l'ai dit, on a eu une baisse sur l'exercice 2024, ce qui est de bonne facture, parce que c'est ce qui permet à notre collectivité d'être particulièrement agile. Pour autant, pour 2025, on prévoit une trajectoire à la hausse. Vous le savez tous, on en a parlé dans nos collectivités respectives. L'État a décidé unilatéralement, précisons-le, l'augmentation de la CNRACL qui va commencer à nous frapper dès 2025 et donc on anticipe ces charges de fonctionnement supplémentaires. Juste pour rappel, les décisions étatiques représentent près de 600 000 € depuis 2022 sur le budget du Pays d'Orange en Provence. Ce n'est pas neutre, il faut l'absorber sans augmenter les impôts. Vous avez après tous les ratios relatifs à nos effectifs et puis à notre personnel. Simplement rappeler que la mutualisation est un point fort de notre intercommunalité, qui est stable depuis 2023. 95 agents qui sont mutualisés de la ville vers le Pays d'Orange en Provence et 28 du Pays d'Orange en Provence vers la ville. Vous avez ensuite les ratios hommes-femmes que je vous laisserai le soin d'apprécier en fonction des filières et des catégories, évidemment. Vous avez aussi les axes RH, mais je préfère qu'on passe à la dette, page 31. Vous avez la trajectoire de la dette sur notre intercommunalité. Vous savez qu'on porte aussi encore cette dette liée à Sorgues et Bédaride. J'espère que ce divorce se soldera un jour, mais apparemment on n'est quand même pas parti pour que ce soit dans les prochains jours. Et puis vous avez cette trajectoire de désendettement qui est particulièrement significatif. La capacité de désendettement de notre collectivité, c'est 3,32 années. Et ça, je vous laisse l'apprécier. Ce qui veut dire aussi que dans les projets structurants qu'attendent de notre collectivité dans les prochaines années, eh bien, on sera en mesure encore, si on le souhaite, nous ici, cette Assemblée, eh bien, recourir encore au levier de l'emprunt. Les APCP vous sont rappelés, page 32.
Vous les connaissez, évidemment, il y a le secteur Gare de Courthézon, il y a le PEM d'Orange, il y a Daladier, on en a déjà parlé, et vous remarquerez pour les crédits de paiement en 2025, on est autour de 4 400 000 euros, là où on était à 21 millions en réalisé en 2024. On voit bien qu'on est en train de finaliser doucement les gros projets structurants que nous avions démarrés il y a plusieurs années. Le PPI vous est rappelé, vous les connaissez, les axes ont déjà été travaillés. Et puis on se tourne maintenant pour 2025 avec des résultats solides en fonctionnement, pas de déficit en investissement, des projets structurants qui se soldent, et donc on peut se tourner sereinement sur 2025. Les bons résultats nous amènent à dire qu'il n'y a pas d'augmentation de fiscalité. Je le rappelle, on est aussi une des dernières collectivités à ne pas lever le foncier intercommunal, et ça c'est important de le rappeler malgré les difficultés conjoncturelles que notre collectivité peut vivre. Et puis on poursuit notre effort de gestion à l'euro près, ce qui permet d'avoir une collectivité résiliente et de faire ce qu'on fait et d'investir massivement sur notre territoire. La section de fonctionnement va s'équilibrer autour de 38 millions d'euros. Et puis en investissement, on portera la fin des APCP que je vous ai évoqués, et puis les derniers investissements que vous connaissez, l'amélioration sur le cadre de vie pour 7 millions d'euros à peu près, l'entretien des espaces, parce que vous savez qu'on est attaché à un cadre de vie de qualité, on l'a montré dans les opérations, et puis tout ce qui est relatif à la prévention des inondations, à la GEMAPI qui monte en puissance aussi sur notre territoire, et tous les autres axes que vous avez qui sont détaillés ici, mais qu'on pourra revenir plus en détail dans le budget primitif qui sera présenté ultérieurement. Un petit zoom sur les budgets annexes, si vous le voulez bien, à partir de la page 38, on a quelques budgets annexes qui sont assez importants. D'abord, le budget annexe de l'eau qui a pris son rythme. Aujourd'hui, on finit une section d'investissement à 16 000 euros, puisqu'on a des RAR qui seront couverts par les résultats antérieurs. Et puis, la section d'exploitation qui finira à 1 911 000 euros. On a quelques RAR qui devront être couverts par un besoin de financement de 165 000 euros. Ça vous sera proposé au compte administratif. Le budget 2025 s'équilibrera autour de 5 800 000 euros pour l'eau. Vous le savez, c'est un budget qui est assez significatif pour notre collectivité. L'assainissement, un budget évidemment qui a subi pas mal d'opérations, notamment liées à la steppe de Caderousse et de Jonquière, ce qui fait qu'on a un investissement qui termine à moins 929 000 euros, une section d'exploitation à 323 000 euros. Il reste des RAR, autant en recettes qu'en dépenses. On a donc un besoin de 637 000 euros. On virera les 320 000 euros de la section de fonctionnement d'exploitation à l'investissement, et il restera encore 314 000 euros à devoir financer, et on démarrera le budget 2025 avec ces 314 000 euros en financement. Un budget qui devrait s'équilibrer autour de 3 600 000 euros. Là aussi, on reviendra plus en détail dans la présentation du budget primitif. Grange Blanche, c'est le fil rouge du mandat. Je pense que ça fait 4 exercices que je vous dis on va le clôturer. Il est toujours là. Cette fois-ci, c'est non plus pour une histoire de subvention non encaissée, mais c'est pour l'histoire d'un terrain qu'on récupère puisqu'il n'a pas été construit. Et donc l'objectif, c'est qu'on optimise notre foncier. Vous le savez, on a beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer. On ne peut pas faire de la rétention foncière. Ça fait partie des règles de la ZAC. Et donc on récupère, une procédure est en cours pour récupérer ce terrain. C'est pour cette raison que le budget est toujours ouvert. Et donc vous le verrez encore en 2025. Prestations de services, on termine l'année avec un résultat de clôture définitif de 54 000 euros. On fera des opérations comptables pour le faire revenir sur le budget général. Ce n'est pas un budget qui a vocation à faire des bénéfices. Et le budget 2025 s'équilibrera autour de 227 000 euros. C'est un budget qui monte en puissance parce que les collectivités font toujours plus appel à l'intercommunalité pour des prestations de services. Et donc, c'est l'intérêt de la mutualisation. C'est pour cette raison que ce budget monte en puissance. Le SPANC, c'est le plus petit. On termine à 319 euros de résultat de clôture. Pas d'éléments significatifs. On a toujours un budget qui s'équilibre autour de 3 500 – 4 000 euros. Et ce sera le cas pour cette année. La mobilité termine avec des chiffres qui sont confortables pour les années à venir. 500 000 euros en excédent d'investissement, de clôture. 1 148 000 euros en exploitation. Un petit peu de reste à réaliser. En tout cas, on finira à 516 000 euros en investissement et 1 148 000 euros après les affectations en exploitation. Le budget s'équilibrera autour de 3 770 000 euros. Et enfin, gestion des déchets, 853 000 euros en investissement, 4 millions en exploitation. On a quelques RAR qui sont couverts par le résultat d'investissement. Donc, tout va bien aussi à ce niveau-là. Il s'équilibrera autour de 21 millions d'euros, un gros budget pour notre intercommunalité. Vous savez qu'on a toujours le divorce de Sorgues-et-Bédarrides.
l'Office du tourisme, il n'y a pas mieux que Claude pour en parler, mais vous savez tout le travail qui est opéré par notre OTI pour rendre notre territoire toujours plus attractif et faire du Pays d'Orange en Provence le territoire du bien vivre. Donc j'y reviendrai pas. Vous avez compris que l'exercice 2024 est de bonne facture et il nous permet d'appréhender sereinement 2025 pour finir les opérations qu'on a lancées. Voilà les éléments essentiels que je voulais vous dire pour le rapport d'orientation budgétaire. Merci, monsieur le Premier vice-président. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, madame Normani. Oui, bonjour à tous. Je voulais apporter des éléments complémentaires dans l'analyse de ce bilan. Et c'est aussi l'heure du bilan des 5 années de mandat qui viennent de s'écouler. Mon analyse, globalement, c'est qu'on observe un changement net de politique budgétaire avec une augmentation des impôts, une augmentation de la dette. Donc je reprends les chiffres parce que je sens que je risque d'être contestée. Donc en 2024, l'encours de la dette est de 285 € par habitant et en 2025, l'encours de la dette est de 426 € par habitant. Concernant la taxe des ordures ménagères, en 2013, le taux est de 7,65%. En 2018, le taux est de 10,2%. Et depuis 2021, le taux est de 14,4%. Donc on a bien une augmentation du taux de la taxe des ordures ménagères, donc des impôts. Ensuite, j'aurai une remarque à faire sur la moyenne de la strate en matière d'imposition directe par habitant. Donc en 2023, on est à 163 € par habitant pour la population contre 201 sur la moyenne nationale. En 2024, on est à 177 par habitant pour la POP contre 176 par habitant pour la moyenne nationale. Donc on rejoint la moyenne nationale, en résumé. Autre remarque également sur la gestion RH des ressources humaines des agents. Donc en 2020, au 31/12/2020, nous comptons 10 cadres A pour 155 agents B et C. Au 31/12/2024, nous comptons 4 cadres A pour 167 agents B et C. Donc pour ma part, je me pose la question du pilotage des dossiers des équipes. Et bien sûr, je terminerai ce propos par l'augmentation des attributions de compensation. Donc j'ai expliqué en décembre que nous avions une baisse qui avait été tentée un peu en force de 10% des attributions de compensation au sein de ce même conseil. Et en 2024, nous avons voté une augmentation de 15%. Donc, je voulais féliciter M. Bompard, qui a eu la bonne idée de nous mettre le conseil du ROB, du conseil communautaire, et le ROB du conseil municipal la même semaine, ce qui m'a permis de faire un lien assez intéressant. Je m'explique. Donc j'ai fait remarquer effectivement l'an dernier au moment du ROB du conseil municipal que nous avions 2 budgets déficitaires consécutifs et que j'avais expliqué ça par une mauvaise gestion de vos investissements. Aujourd'hui, le budget 2024 d'Orange est encore déficitaire en investissement. Donc, ce qui m'a permis de voir, puisque nous avons reçu le ROB du conseil municipal, et si l'on rapproche en fait votre excédent de fonctionnement, on retrouve peu ou prou les 1 million que vous avez pris sur le conseil communautaire. Alors vous allez me dire, cet argent c'est le nôtre, c'est celui de mon territoire, etc. Sauf que c'est au sein du conseil communautaire que nous prenons les décisions de développement économique. Donc ça veut dire que vous enlevez des capacités pour le développement économique de la ville, du pays d'Orange en général, au profit de votre mauvaise gestion de vos investissements et de votre fonctionnement sur Orange. Donc je voulais simplement souligner que on nous parle d'un grand plan depuis 2020 d'investissement pour le développement économique.
pour l'instant, je ne vois pas très bien ce qui a changé depuis le début du mandat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les recettes totales en investissement sont toujours à peu près équivalentes. Donc on est à peu près aux alentours de 46 millions en 2021 et 43,8 millions en 2024. Donc voilà, moi ma conclusion, c'est que j'ai le sentiment qu'on navigue à vue, et je l'ai dit à plusieurs reprises lors des différents conseils de ces différents mandats. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce sentiment est étayé par des chiffres. Oui, encore faut-il savoir les lire. Je te laisse répondre en première partie, je répondrai après, Nicolas, s'il te plaît. Moi, je vous répondrai sur l'intercommunalité parce qu'on n'est pas sur la ville d'Orange et je vous laisserai le soin d'en débattre quand vous serez en conseil municipal. Ici, c'est le conseil communautaire, donc on parle de Caderousse, on parle de Jonquière, on parle de Courthézon, on parle d'Orange, mais on ne parle pas exclusivement d'Orange. Juste, je reviens sur les points que vous avez soulevés et auxquels je ne partage pas évidemment votre analyse. Vous dites que l'endettement a augmenté. Effectivement, on a levé un emprunt pour la déviation de la RN7. Je pense que c'est un projet structurant pour plusieurs décennies, pour plusieurs générations. Et je ne crois pas qu'ici, quiconque, ou en tout cas je vous le souhaite, vous avez acheté votre résidence principale sans l'usage de l'emprunt. Eh bien, pour des investissements structurants comme ceux-là, ça ne me choque pas qu'on lève l'emprunt, d'autant plus qu'on reste encore sur une moyenne d'endettement par habitant tout à fait normée en la matière. Sur l'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères, vous le savez, on en a déjà parlé, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas, l'augmentation de la TGAP pèse lourdement sur nos budgets. Et puis ensuite, je vous rappelle aussi que nous étions en enfouissement qui générait des problématiques olfactives significatives pour tout un territoire, et Courthézon et Orange notamment en particulier, et que maintenant nous sommes en enfouissement, nous sommes en incinération à plusieurs kilomètres d'ici, et que donc nous avons des frais de transport aussi qui sont bien plus significatifs que ce que c'était à l'époque. L'augmentation des impôts, je ne sais pas où vous l'avez vu, mais on n'a jamais voté d'augmentation d'impôts ici sur ce territoire. Je rappelle qu'on n'a pas le foncier intercommunal et que la seule chose qui bouge, c'est les bases. Ce sont les bases pour toutes les collectivités et c'est bien pour ça que le niveau moyen augmente pour toutes les collectivités. C'est l'effet de l'inflation sur les bases. Et enfin, sur la baisse des catégories A, je ne me permettrai pas de commenter cet élément-là, parce que je ne crois pas qu'il faille dénigrer les catégories B et C, qui font aussi un travail extraordinaire. Tout ne repose pas sur le nombre de catégories A sur une collectivité, et j'en veux pour preuve pour la ville de Courthézon. Oui, merci Nicolas. Si vous voulez, je vais vous répéter, Madame Normani, ce que je vous répète un peu souvent, c'est d'où parlez-vous, camarades? Quand on a fait voter à 2 reprises pour Emmanuel Macron, qui a augmenté de 400 milliards d'euros le nombre d'impôts entre 2017 et 2022 et qui nous a fait exploser notre dette de 1000 milliards d'euros, on n'est pas bien placé pour expliquer aux collectivités territoriales qu'elles gèrent mal. Déjà, on regarde ce qu'on a mis comme bulletin de vote dans l'isoloir et on se regarde dans la glace en se disant si la France s'est paupérisée de manière massive, c'est à cause de vous. Voilà, assumez-le. Donc ça, c'est le premier point. Mais vous pouvez lever la main, hein. Vous avez fait voter pour Emmanuel Macron qui nous a saigné. Oui, mais vous êtes une macroniste, il faut l'assumer. Donc moi, non, pas pour le moment. Je ne reçois pas de leçons de gestion de finances publiques de la part de quelqu'un qui a mis à la tête de cet État quelqu'un qui va nous mener à la guerre et quelqu'un qui nous a endettés et quelqu'un qui a fait exploser l'insécurité, l'immigration, enfin bon. Vous n'avez pas le magistère pour donner des leçons de morale à qui que ce soit au sein de cette collectivité. Et je le regrette, hein, mais voilà, les chiffres déjà sont là. Regardez pour qui vous avez voté. Vous le voyez, et si vous étiez un peu de bonne foi, vous le reconnaîtriez. Tous les maires, alors toutes les intercos, d'abord, ont dû augmenter leur TOM, toutes, à cause de la mauvaise gestion et de l'impéritie du gouvernement sur la gestion des déchets. Je vous l'ai déjà répété 25 fois, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. Le plus important dans ce budget, c'est que ce soit celui de la ville ou celui de l'Interco, c'est qu'il démolit complètement et il prouve en fait le fait que vous ne savez pas lire les chiffres et il démolit complètement votre théorie qui est de dire il n'y a pas de capitaine. Pourquoi? Parce que si vous saviez lire les chiffres, Madame Normani, je sais lire. Vous verriez, non, vous ne savez pas lire. Quand on est obligé en conseil municipal de vous expliquer qu'on vote 1000 € de subvention qui représente un tiers pour une association et que vous dites mais ça veut dire que c'est à combien? Non, vous ne savez pas lire les chiffres. Et vous l'avez prouvé à de maints exemples. J'aimerais que vous entendiez, parce que vous devriez l'entendre, et on en a parlé suffisamment, que ce budget-là, c'est la fin de l'effet ciseau à l'Interco.
C'est fini, l'effet ciseau. Et on a tellement bien géré à l'Interco qu'on a même plus, on peut enfin rendre aux communes ce qu'elles donnent à cette Interco. Voilà, il est urgent que vous appreniez à lire un budget. Ça fait 5 ans que vous êtes élu et vous n'y arrivez pas. C'est quand même un peu embêtant quand on prétend vouloir gérer une ville. C'est angoissant. Non mais il faut que les gens le sachent. Vous ne savez pas lire des chiffres, Madame Normani. Et c'est un peu embêtant. Bon, il en va de même sur les fonctionnaires. Il fut un temps, on a testé effectivement à Orange, j'allais dire, l'orthodoxie contradictoire de la Cour des comptes qui demandait à ce qu'il y ait beaucoup d'encadrants. Bon, je suppose qu'on nous prend comme modèle l'État et ses pléthores de catégorie A. J'ai rien contre les catégories A non plus. Bon. Et en fait, on est venu sur quelque chose de plus économique. Je reviens aussi sur quelque chose qui est quand même important. Quand vous dites c'est à l'Interco qu'on fait du développement économique, non. Non, c'est faux, c'est pas qu'à l'Interco. Dans nos communes, on fait du développement économique. Quand on a investi sur Orange plus de 360 millions d'euros en 25 ans, non, on fait du développement économique, on fait de l'investissement, on fait tourner des entreprises. On ne fait pas comme Emmanuel Macron, qui fait du développement économique ou qui a filé 125 millions d'euros à la Chine pour l'aider à son développement sur les 3 ou 4 dernières années. Votre président de la République, vous savez, celui pour qui vous avez dit qu'il fallait qu'on vote. Voilà. J'attends toujours vos critiques vis-à-vis de votre candidat aux élections présidentielles. Non, mais vous n'avez rien à répondre à ça. Je vous retransmettrai la réponse, et je le fais avec grand plaisir, mais vous allez vous enfermer, comme vous le faites depuis 5 ans, dans le ridicule. Vous devriez être un peu fatigué d'être ridicule comme ça depuis 5 ans. C'est quand même pénible, surtout quand on ne sait pas lire les chiffres. Bon. Donc, et c'est pareil sur l'Interco, je vous le répète. On a envoyé combien 14 millions d'euros d'investissement cette année dans ces eaux-là. Bon. On a envoyé 14 millions d'euros d'investissement. Je rappelle que sur 3 ans, nos voisins de la Casque, avec des zones quand même de recettes financières quand même assez conséquentes, envoient 10 millions d'euros d'investissement sur 3 ans. Ça aussi, c'est vos collègues, hein. C'est vos collègues socialo-macronistes. Bon, je vous rappelle, je vous renvoie aussi, alors là c'est pareil, hein, à la CCAOP, Nicolas a eu l'élégance de ne pas les citer, mais moi je vais le faire, qui est une majorité RN et centriste, qui a créé la taxe sur le foncier bâti, alors qu'on est sur un département agricole. Alors certes, ça lui a fait rentrer des centaines et des centaines de milliers d'euros. Mais nous, on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu ça. On fait de l'orthodoxie budgétaire. C'est-à-dire que la raison d'être d'une collectivité, c'est l'investissement, les équipements structurants et les ratios. Je regrette encore que vous ne sachiez pas les lire, mais les ratios démontrent qu'avec moins de fiscalité, avec moins de recettes, on investit sensiblement plus que les autres. Et nos comptes sont en excédent. Vogue la galère, ça s'arrête là. Et si vous n'arrivez pas à lire, c'est un problème de bon sens ou c'est un problème cognitif. Mais là, je ne suis pas compétent. Allez, on vous écoute raconter des bêtises. Alors écoutez, je vois bien que votre agacement est profond vu les invectives personnelles. Ah non, c'est pas personnel, c'est politique. Non, c'est pas personnel, c'est politique. C'est simple. Quand il y a un résultat excédentaire et qu'on a moins de fiscalité, on ne peut pas dire vous avez un mauvais budget. C'est pas vrai. Vous devriez comprendre. C'est comme sur votre comptabilité personnelle. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous ne savez pas gérer. Si vous dépensez moins que ce que vous avez gagné et que vous avez des excédents budgétaires, c'est que vous y arrivez. Non, je tiens à ce que vous compreniez comment marche un budget. Pour moi, c'est important. C'est important que vous compreniez comment fonctionne un budget. Je tiens à ce que les membres de cette assemblée comprennent comment fonctionne un budget. Tout le monde l'a compris, sauf vous. Donc je fais un travail de pédagogique un peu usé, parce que ça fait 5 ans qu'on vous le répète, et que ça m'angoisse que vous ne le compreniez pas. Ça m'angoisse, parce que j'ai pris 25 000 formulations, et que vous ne me croyez pas une chose, quand ça vient du maire de Courthézon, ou quand ça vient du maire de Châteauneuf, enfin, quand... Allez, on ne va pas dire l'intégralité, parce que je ne vais pas mettre monsieur le maire de Jonquière en porte-à-faux. Mais quand tous les maires vous expliquent qu'on gère bien, posez-vous la question de pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi on gère bien. C'est un peu angoissant. Allez, allez-y. C'est vous qui êtes en train de vous ridiculiser, puisque vous ne me laissez pas parler en proférant que je ne comprends rien à rien. Mais non, parce que vous répétez toujours la même chose depuis 5 ans. Et moi, je veux bien... Non, mais monsieur Vaton, on est entre nous, vous savez bien qu'on gère bien. Vous le savez bien. Expliquez-le à Madame Normani, même vous le savez bien qu'on gère bien. Dites-lui. Oui, bien sûr, mais si vous pouvez, sans dire des bêtises. Parce que, encore une fois, tant que vous n'aurez pas dit qu'on a inversé, ce qui est vrai comptablement et que vous devriez comprendre à lire, qu'on est arrivé à l'inverse de la plupart des collectivités de France, à s'éloigner, à avoir arrêté l'effet ciseau,
Je vais me poser des questions sur vos capacités de compréhension. Ah ben, effectivement, on n'a plus l'effet ciseaux vu que vous empruntez des sommes très importantes. Madame Normani, alors je suis désolé, je vais vous recouper, mais il faut que vous compreniez comment un budget marche. L'investissement, l'emprunt n'est que pour l'investissement, pas pour le fonctionnement. Eh bien oui, mais donc on peut pas, si on fait un excédent de fonctionnement, on ne le doit pas à l'emprunt. Ça, c'est élémentaire que vous le compreniez, Madame Normani. Au bout de 6 ans, vous devriez l'avoir compris. Moi, je vous le dis, hein, c'est un peu inquiétant. Donc, on répète, emprunt, section d'investissement. Voilà, pas sur le fonctionnement. Vous avez compris ou pas? Est-ce que c'est compris? C'est important que vous le compreniez. Hein. C'est bon ou pas? Non mais, est-ce que vous l'avez compris? Vous l'avez pas compris? Bon, mais non, mais parce que vous allez redire des bêtises, donc j'essaye petit à petit. Monsieur Vatan, vous voulez pas lui expliquer? Non, vous voulez pas. Bon, il est attristé. Hein. Je vais vous laisser parler, mais vous allez vous enfermer dans le ridicule. Hein. Allez, allez-y. Vraiment, c'est un sketch là. Mais non, c'est pas d'un ridicule. Mais non, c'est pas un sketch. Mais non, c'est pas un sketch. Je vous dis des choses, mais pas que moi en plus. Vous avez, s'il faut, il n'y a pas de problème. Tant que moi, je peux passer des heures, même si vous comprenez pas. Hein. C'est important que vous le compreniez. On ne peut pas emprunter pour la section d'investissement, de fonctionnement. C'est important que vous le compreniez. Hein. Non, mais vous me dites, vous faites des excédents budgétaires parce que vous empruntez. Non, on ne peut pas faire d'excédent de fonctionnement grâce à l'emprunt. Vous l'avez compris ou pas? Vous l'avez compris? Non, vous ne voulez pas comprendre. Bon, c'est pas grave, hein, écoutez. Allez-y. Je peux reprendre? Donc, oui, mais vous allez dire des bêtises. La taxe des ordures ménagères a bien augmenté, on est bien d'accord? Alors, elle a augmenté. On est bien d'accord. Elle a augmenté parce que Emmanuel Macron, que vous avez mis à la tête de l'État, Emmanuel Macron, mais ne vous énervez pas, oh là là, j'essaye de vous expliquer, je fais un travail pédagogique. Emmanuel Macron, que vous avez fait élire, prend des décisions d'augmentation mécanique sur la taxe générale sur les activités polluantes que toutes les collectivités, y compris celles de votre coloration politique, ont dû augmenter. Bon, vous ne m'écoutez pas et vous ne comprenez pas. C'est un petit peu embêtant. Est-ce que... Mais parce que je suis obligé de répondre à vos âneries qui sont toujours les mêmes depuis 5 ans. Je suis confus. Mais les autres maires vous disent que vous ne comprenez pas, Madame Normani. C'est pas... Moi, je ne suis que le porte-voix de cette majorité. Vous comprenez pas? Bon. Mais non, je vous ridiculise pas, je vous explique. Non, mais là, c'est de la mathématique. C'est de la mathématique. Vous me dites, vous ne savez pas gérer. Je vous explique que dans le contexte national, on fait mieux que n'importe qui d'autre. Vous êtes la seule à avoir l'outrecuidance de dire qu'on fait moins bien que les autres, alors qu'on investit même plus que nos communes, les intercos qui sont plus riches que les nôtres. C'est pas compliqué. Vous pouvez comprendre avec de la bonne foi, parce que vous êtes d'une mauvaise foi qui est pénible. Et donc, si vous étiez de bonne foi, si Emmanuel Macron avait fait ça, bon, si votre président de la République d'amour, que vous avez fait réélire 2 fois, avait fait cette situation-là, vous diriez bravo. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez nous expliquer à nous qui faisons de l'excédent et qui faisons des investissements structurants, vous nous dites, vous gérez pas bien, mais Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est très bien. C'est pas cohérent. Ah ben, vous l'avez fait élire 2 fois, hein. Non, mais ça, vous n'hésitez pas à mentir. C'est-à-dire, vous êtes capable de me dire « Non, non, je ne soutiens pas Emmanuel Macron » et on vous voit la semaine suivante dans les bars avec les candidats aux européennes pour Emmanuel Macron. Donc, rien ne vous fait peur et certainement pas le mensonge. Ça, je l'ai bien compris. Oui, mais ne racontez pas des bêtises, c'est tout ce que je vous demande. Si vous nous aviez dit, comme tous les maires le voient, la gestion de l'interco est bonne, mais je pense qu'il y a des petites amodiations, etc. Je vous aurais dit d'accord, surtout en tant que macroniste. Vous auriez dit, bon, j'aimerais que mon président de la République fasse pareil. C'est pas le cas, ça m'angoisse un peu. J'aimerais de la bonne foi et de la compréhension. Finalement, je cherche que votre satisfaction. J'attendrai que vous ayez... Allez-y. Voilà. Jour de pérorer. Et nuit. Alors, donc, c'est bon, je peux parler et tenir une phrase... Alors ça, je vous fais confiance. Quand on est capable de mentir comme vous le faites, je ne me fais pas de difficultés. Donc, en fait, là, tout ce que vous nous expliquez, c'est que vous savez bien blablater et empêcher les gens de parler, mais quand il s'agit de chiffres... Mais les chiffres, vous ne savez pas les lire. C'est vous qui ne comprenez plus rien. Mais donc, non. Ce que je vous explique... Est-ce que tu peux expliquer, Nicolas, est-ce que tu peux expliquer que quand on a un budget qui est excédentaire, c'est qu'on gère bien? Peut-être elle te croira plus que moi, je ne sais pas comment faire. Non, mais je vous écoute, laissez parler. Mais non, mais vous racontez n'importe quoi. S'il vous plaît, je vous le demande gentiment. Ça m'embête. Je vous le demande gentiment. Mais moi, je vous demande gentiment que vous réalisiez qu'on gère bien. C'est important. Voilà. Donc, les chiffres que j'ai cités sont des chiffres qui ont été enregistrés par moi-même
dans mes fichiers depuis 2020. Je n'ai absolument pas inventé aucun chiffre. Il y a une augmentation de la dette par habitant, il y a une augmentation de la taxe des ordures ménagères. Vous n'appelez pas ça un impôt, certes c'est une taxe, mais c'est quand même du pouvoir d'achat en moins pour les habitants du pays d'Orange. Mais ça ne tient pas debout non plus. D'autre part, vous faites des comparaisons qui ne tiennent pas, c'est-à-dire que vous êtes responsable d'un budget financier sur la communauté de communes et d'un budget sur la ville d'Orange. Vous avez un budget sur la ville d'Orange qui est en déficit depuis 3 ans, et ça, les chiffres le prouvent. Moi, je suis en responsabilité d'une seule chose, c'est du budget de ma société, budget de ma société étant positif. Donc, qui fait bien, qui fait mal, et qui comprend les chiffres et qui ne les comprend pas, je pense qu'à un moment donné, vous vous éloignez de la réalité des choses. Et vous noyez le poisson à travers des propos essayant de me ridiculiser, alors que je sais tout à fait lire un tableau. D'ailleurs, j'ai relevé plein d'erreurs sur les présentations des tableaux des robes précédents. Donc je vous prierai d'abord de me respecter, d'arrêter de me ridiculiser. À mon sens, c'est vous qui vous ridiculisez plus. Et je redis que vous avez repris des attributions de compensation, une augmentation de 15%, donc qui correspondent à 1 million, qui s'est retrouvé dans le budget de la ville d'Orange pour cacher votre mauvaise gestion de fonctionnement. Vous répétez la même chose, j'avais compris la première fois, j'ai déjà répondu. Hein. Oui, mais c'est important de le répéter. Et d'autre part, vous aviez déjà fait ça avec le budget mobilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à l'époque... Vous ne devriez pas répéter ça, Madame Normani. Donc, le budget mobilité, quand il a été clôturé, il y avait 3 millions d'excédents. Vous ne devriez pas répéter ça, ça va vous retourner. Que vous avez gardé dans le budget principal de la ville d'Orange pour améliorer vos résultats de fonctionnement, alors que c'était un budget qui aurait été utile pour le budget mobilité au niveau de la communauté de communes. Vous avez même demandé aux communes de débourser vous avez déjà 500 000 euros pour... Madame Normani, vous avez déjà dit tout ça, vous avez déjà dit tout ça et je vous ai déjà tout répondu. Mais oui, mais vous ne comprenez pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer autrement. Vraiment, ça fait 5 ans que je vous l'explique, 5 fois que vous ne comprenez pas. Le budget... Non, mais écoutez, vous allez comprendre. Enfin, j'espère. Non, en fait, vous n'allez pas comprendre, ça fait 5 ans que je vous l'explique. Cette intercommunalité, quand on a renégocié, quand on avait demandé une baisse de 10% des attributions de compensation, c'est parce qu'on avait un arriéré de la mauvaise gestion de votre ami Alain Milon, qui, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété, mais manifestement vous avez des problèmes en comptabilité publique, ne faisait des travaux qu'en recourant à l'emprunt. C'est important, hein, c'est important que vous le compreniez. Bon. Et pourquoi Alain Milon, qui était un adversaire politique, a souhaité intégrer Orange de force? C'est parce qu'Orange n'avait plus de dette, que la CCPRO ne pouvait plus emprunter parce qu'elle était à 800 € de dette et qu'en intégrant Orange, elle baissait sa dette de 50%. Vous l'avez compris? Non, vous ne l'avez pas compris. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le répéter, ça fait 6 ans que je vous le dis. Bon, qu'est-ce qu'on a? Et quand Sorg et Bédarid sont partis, nous ont laissé dans une situation particulièrement compliquée. Bon, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a redressé les finances. Parce que si on n'avait pas redressé les finances, on n'aurait pas pu redistribuer l'argent des Cadéroussiens, l'argent des Courtaisonnais, l'argent des Orangeois, parce que c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas de l'argent public, contrairement à ce que votre parti pense, pour qu'il réintègre les budgets des villes de Courthézon, de Cadérousse et d'Orange qui étaient majoritairement pourvoyeuses de fonds. Ça s'appelle de la bonne gestion, ça s'appelle rendre son argent à celui qui l'a collecté. Vous avez compris? Bon, vous n'avez pas compris. C'est pas grave. Mais non, la vérité, c'est qu'en vrai, depuis 6 ans, vous m'expliquez que l'argent des Orangeois doit aller intégralement à l'Interco. Vous êtes une gaspilleuse d'argent public, ce qui ne m'étonne pas quand on est capable non seulement de faire voter une fois pour Emmanuel Macron et une deuxième fois. Bon, les preuves de votre mauvaise gestion sont patentes, de votre incompréhension des finances publiques sont patentes, et vous êtes là à me dire « Ah, faut pas dire que je sais pas, c'est pas gentil de m'attaquer en disant que je comprends pas. Ça fait 6 ans que vous me dites « Vous naviguez à vue, vous savez pas gérer, vos comptes sont pas bons, mes comptes sont... » Mais ça c'est bon, ça c'est bon. Vous voulez bien envoyer des vannes, mais vous tolérez pas qu'on vous en envoie une petite pique. Bon. Mais non, parce que vous comprenez pas. Mais non, parce que... Bon, c'est pas la peine. Madame Normani, conclusion.
on vous a déjà répondu, ça fait 6 ans qu'on vous répond et que tous les maires vous répondent. Conclusion, pour ceux qui sont de bonne foi. L'effet ciseau, et je tiens à ce que ce soit dit, au pays d'Orange, est terminé. Il nous a fallu 6 ans de travail pour y arriver et on l'a fait tout en rendant l'argent aux communes contributrices. Il n'y a que les macronistes qui ne le comprennent pas. Ça devrait être une bonne indication pour tous les membres de cette Assemblée. Et je félicite les services, et mon premier vice-président également, pour le travail qu'on a mené pour redresser les finances de cet interco. Comprenne qui peut, la majorité manifestement, et je les en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, c'est bon, Madame Normani. Je ne vais pas passer 6 ans à vous expliquer comment fonctionne un budget, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça suffit. Non, je vais pas, non, écoutez, ça fait 6 ans qu'on vous répète les mêmes choses, Madame Normani, vous voulez pas les comprendre, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Biscara, je vous en prie. Oui, non, mais je vais essayer d'être pas polémique, parce que bon... Je vous en remercie. J'ai juste une question sur le budget mobilité. D'abord, oui. Merci de me donner la parole. Je vous en prie. Bon, ça s'adresse plutôt au rapporteur. Donc, il y a un budget global sur notre interco d'1 670 000 pour arrondir. Est-ce qu'on pourrait avoir le détail par commune? Parce qu'il y a beaucoup de tableaux. Ça aurait été bien qu'il y ait ce tableau dans le... Voilà, pour information, hein, pour savoir ce que chaque commune contribue, voilà, par rapport au versement mobilité. Oh, je pense à oui. Parce que je considère que, bon, on parle beaucoup de développement économique, ce qui est évident, mais je pense que la mobilité est aussi un élément important et comment dirais-je, complémentaire du développement économique. Et souvent on parle ici, dans cette assemblée, d'attractivité du territoire. Je pense que là-dessus, on a un effort important à faire. Voilà. Je vous trouve ce que font d'autres intercommunalités, Monsieur le Président. C'est une réflexion. J'entends. Et vous savez que ça fait plusieurs années que je suis sur ce point de vue. Et je la prends comme constructive et je vous en remercie. D'une part, permettez-moi d'être un peu moins pessimiste que vous, parce que c'est ce qu'on a quand même la chance d'être enfin, vous allez dire que je rabâche, je m'en excuse, hein, Monsieur le maire, mais certains m'en donnent l'habitude. Je vous refais un peu l'historique. Énormément a été fait, et vous êtes bien placé pour le savoir, sur le déploiement de la Via Venezia. Et je vous l'avais dit, ça doit dater d'une petite dizaine d'années. Jacques Bompard s'était adressé à Maurice Chabert à l'époque en lui disant « Tu pousses la Via Venezia jusqu'à... Enfin, la Via Venezia va jusqu'à Jonquière, pousse-la jusqu'à Orange, et moi je ferai la liaison avec la Via Rona. » Parce qu'il y avait un intérêt effectivement stratégique en termes de mobilité, en termes de tourisme, et en termes de développement économique et de qualité de vie, etc. Bon. Sachant que le choix qu'on a toujours fait, même si on en a débattu au précédent conseil communautaire et qu'on n'était pas d'accord, le choix qu'on a toujours fait, à l'inverse de nos collègues d'Avignon, c'est justement de permettre la multimodalité, la multimobilité. On a la chance d'avoir la deuxième gare du département, mais on ne fait pas la chasse à la voiture parce que c'est un luxe de bobo que de pouvoir ne pas utiliser sa voiture. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi déployé les véloroutes et je pense qu'on est plutôt bien fourni. Et tous les travaux structurants qu'on fait, on les fait, que ce soit à Courthézon, que ce soit à Cas-de-Rousse, je pense aussi, vous en avez fait beaucoup à Jonquière aussi, il faut le dire, qu'on ait fait à Orange ou qu'on a fait à Châteauneuf, ont toujours pris en considération, quand c'était possible, le véloroute notamment. Bon, parce que ça nous paraît important et quand on a la chance d'avoir la Via Rona, je pense qu'il faut la saisir et on est tous mobilisés là-dessus et je crois qu'il y a unanimité. Maintenant, je vous l'ai déjà dit aussi, ce n'est pas le budget mobilité qui peut porter ces investissements-là de véloroute. On va le passer tout à l'heure, je pense. Le schéma cycle, tu le passes tout à l'heure? Ouais. La fois d'après? Bon, on vous présentera dans le prochain conseil communautaire le schéma cycle qui a été mis en place. Pour le coup, tout s'est allé dans toutes les communes, il y a eu les réunions publiques, etc. Ce qui nous permet un plan pluriannuel, un financement, enfin de la gestion en bon père de famille finalement. Donc on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et je pense qu'on est même unanimement d'accord à déployer les mobilités douces. Mais là où on est particulièrement vigilant aussi, c'est que ce ne soit pas au détriment de ceux qui ne peuvent pas se déplacer autrement pour des raisons professionnelles ou personnelles que par des véhicules thermiques. Même si en Europe, ça va bientôt être interdit. Mais je pense quand même si je comprends votre pessimisme, je pense quand même que comparativement à ce qui se fait dans les intercos voisines,
on n'a pas trop à rougir de notre maillage, même s'il pourra toujours être mieux, de notre maillage cycle. Est-ce que j'ai répondu à vos inquiétudes, monsieur le maire? Ah bah tant pis. Alors je vous en prie. Non, non, ce que je voulais simplement dire, moi je ne parlais pas de voie verte. Hein. D'abord, une petite observation, quand vous dites on a commencé à jonquer la voie verte, bon, j'étais président à l'époque, c'est dans une vie antérieure, municipale, il se trouve qu'Orange n'a pas voulu adhérer à la Via Venezia. C'est une observation, j'irai pas plus loin. Et là, les faits là-dessus sont avérés. Donc vous avez adhéré, enfin Orange a adhéré, je parle sous une municipalité de votre père, lorsque le premier tronçon a été fait de Jonquière jusqu'au départ du territoire de Sarian, c'est-à-dire on a juste traversé l'Ouvèze. Normalement même, ça devait se faire de l'autre côté sur Carpentras, et pour un problème technique de déviation, ils ont opté pour Jonquière. Mais moi j'aurais souhaité à l'époque qu'Orange adhère à la Via Venezia, dès le départ. Dès le départ. Parce que je pense qu'on aurait eu un poids supplémentaire pour aller chercher les subventions à la région, au département. On les a eues à l'époque. On les a eues. Je ne refais pas l'histoire, mais je tenais quand même à le préciser. Et bon, je trouve ça un peu dommage que la deuxième ville du département ne participe pas à ce projet qui maintenant, tout le monde s'en félicite, mais à l'époque, que peu d'élus y croyaient. Vous permettez que je vous donne la version d'Orange, du coup? Ah ben ça, c'est du factuel, ce que je vous dis. Mais moi, ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous répondre du non factuel, monsieur le maire. D'une part, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était Chabert qui me l'avait dit, les socialistes, ça ne les intéressait pas, la Via Venezia. Elle a pris toute sa vitesse de croisière avec Maurice, qui aime beaucoup le vélo, il n'est pas mort. Donc, c'est pas ça qui fait, et ça ne nous a pas empêché, parallèlement, sur notre partie à nous, à commencer le vélocycle. Et entre nous, je vais vous le dire très franchement, déjà, je ne suis pas un fervent défenseur des intercos, mais alors les syndicats intercommunaux, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais clairement, ce n'est pas le genre de truc qui nous fait rêver. Alors, vous allez me dire, peut-être que la Via Venezia, c'était l'exception qui confirme la règle, mais clairement, Orange n'a jamais intégré, et on s'en félicite aujourd'hui. Alors, peut-être que la Via Venezia, c'était l'exception qui confirme la règle. Mais je ne vous dirai pas du bien du SEV, du syndicat d'électrification vauclusien, je ne vous dirai pas du bien du RAO, je ne vous dirai pas du bien de Rhône-Ventoux. Bon, on va pas, là on élargit le sujet, mais très concrètement, je vais vous donner notre doctrine politique. Notre doctrine politique, c'est qu'on a été élu par des gens, par des électeurs, sur la base d'un programme qui nous demande de faire un certain nombre de choses. La création de ces syndicats intercommunaux, mais vous allez dire que je l'ai déjà dit, c'est une tranche en plus dans le millefeuille administratif et c'est plus d'opacité par rapport à l'usager. Et clairement, c'est clairement des choses qu'on n'aime pas à Orange. Voilà, je ne sais pas pour les autres communes, certains l'ont fait, on fait le choix. On ne va pas rentrer dans les détails qui frappent certains, mais ça ne les fait pas rêver. Et je vais vous donner un exemple qui va vous parler, parce qu'il y a forcément des ratés, même dans le cadre de l'Interco. Vous-même, dans le dernier ou l'avant-dernier conseil communautaire, m'avez dit, bon ben, sur la transmission de la délégation de services publics Suez, on n'a pas été au courant, etc. Et j'ai reconnu le tort, et c'est d'ailleurs ça qui m'énerve. C'est même pour ça que je ne suis pas un défenseur, je suis voire même complètement opposé aux intercos, parce qu'on rajoute des filtres et des compétences, et moi, ça ne m'est pas forcément très agréable d'intervenir sur des compétences où c'est le maire qui va gérer, et il n'a pas les mains libres. Voilà, c'est des choses qui ont été mal pensées par le législateur. Je vous donne un avis de principe, vous allez sans doute pas être d'accord, mais je pense que ce n'est pas totalement déconnant ce qui nous a animés. Je peux vous répondre oui, je vous en prie. Je vais essayer de ne pas être polémique parce que bon, c'est électrique aujourd'hui. Non, mais vous comprenez. Simplement une observation. Le premier interlocuteur que j'ai eu, c'était sous une majorité socialiste. Bah, je vous dis ce que Maurice m'a dit. Au niveau du conseil départemental, donc c'était un prédécesseur à la présidence de Maurice Chabert. Et ça s'est très bien passé. Très bien passé. Et là où je ne vous rejoins pas, c'est que pourquoi la situation s'est débloquée, c'est qu'à un moment donné, en particulier à la région, pour avoir des subventions, il a fallu prendre le choix de dire que ça devienne une compétence intercommunale. Voilà, c'est ce qui a débloqué l'affaire. Et tout le monde a été d'accord à ce sujet. Bon, à l'époque, vous n'avez pas participé à la chose, mais moi, tout ça, je l'ai vécu. Donc c'est du factuel, Monsieur le Président. Non, mais voilà. Mais ce que je vous ai dit... Donc, en ce qui concerne le syndicat... Attends, juste deux minutes. Non, je vous réponds. Ce que je vous réponds est tout aussi factuel. Allez-y, je vous en prie.
Deuxième chose, concernant le syndicat d'électrification. D'abord, il s'appelle plus syndicat d'électrification. Ce n'est pas qu'un détail, il s'appelle syndicat d'énergie de Vaucluse. Ah, bah. Avec le même acronyme. On est sauvés. Non, 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 c'est pas qu'on est sauvé. Quand on voit quand même les problématiques qu'il y a à l'heure actuelle sur l'énergie, je pense que quand même, il a bien évolué ce syndicat, avec des compétences qui ne sont pas que d'enfouir des réseaux ou de renforcer des réseaux électriques. Il est sur d'autres problématiques et que d'ailleurs toutes les collectivités qui sont adhérentes peuvent en bénéficier. Troisièmement, et j'ai terminé, sur Suez l'autre fois, j'ai fait part de mon mécontentement. Le hasard veut, et je peux vous le prouver aussi parce que c'est factuel, Monsieur le Président, c'est que la fameuse lettre que l'on attendait, elle est arrivée le 4 février et j'en ai pris connaissance le 5 par courrier de la Poste. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Parce que si je l'avais eu la veille, peut-être que je n'aurais pas eu cet échange avec vous. Ça s'est joué à un jour près. Ah oui, tout à fait. Mais non, mais je peux vous le prouver. Non, mais c'est du factuel. Voilà. Je ne remets pas votre parole en doute, monsieur le maire. Et sur le SEV, on est irréconciliable. C'est pas la peine de s'embêter. Question. Ça, il y a longtemps que je l'ai compris. Hein. Oui. C'est pas bien de me rassurer là-dessus. Hein. Oui, madame Normani. Oui, j'ai une question sur le plan pluriannuel d'investissement, parce que donc tout à l'heure, il a été fait allusion à la déviation. Alors, je note d'ailleurs, je vérifie dans le tableau en même temps que je vous parle, l'emprunt est pour un total de 11 millions et la déviation est affectée 3 500 000. Hein, donc ça explique quand même pas la totalité de l'emprunt, premièrement. Deuxièmement, je voulais souligner que cette déviation, certes, était très attendue, mais au jour d'aujourd'hui, vu que le deuxième tronçon de la déviation ne sera jamais réalisé, je pense qu'il aurait été beaucoup plus sage et raisonnable de faire une simple rocade qui aurait coûté beaucoup moins cher et qui nous aurait peut-être évité un endettement aussi important pour cette fin de mandat. Et ma question, c'est, effectivement, nous arrivons à la clôture de la plupart des budgets. Quels sont vos prochains investissements prévus? Puisque, a priori, on s'arrête en 2027. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prévision d'investissement. Donc je voulais savoir quels étaient les projets en cours pour les 5 années qui arrivent. Pour l'emprunt, vous savez que quand on lève un emprunt et qu'on n'a qu'une partie de la dépense d'investissement sur l'année, on est obligé de l'étaler sur d'autres opérations. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'une partie de l'emprunt est ventilée sur des opérations sur courtaison. Donc c'est un équilibre global qui est opéré quand on lève l'emprunt. Donc là encore, c'est des règles comptables. À courtaison, on l'a fait et il ne porte pas que sur la maison de santé, il porte aussi sur les travaux de l'école. Et donc on ventile, même si on sait qu'in fine, c'est pour la maison de santé, mais parce qu'elle s'opère sur plusieurs années. C'est le principe même d'un APCP. Voilà pour le sujet. Après, pour les investissements à venir, j'ai envie de vous dire que on rentre tous ici les clés dans un an et que les investissements à venir reposent sur un programme politique et une campagne. Donc ce n'est pas à nous d'écrire la route pour ceux qui nous succéderont derrière. Je reviens sur la mobilité. La mobilité, c'est pas uniquement... effectivement, c'est intéressant de savoir par commune l'apport sur le versement mobilité, c'est intimement lié au développement économique, donc sans grande surprise, on sait que Orange est le principal financeur en la matière. Je rappelle qu'il n'y a pas que le vélo, qu'il y a le service express régional métropolitain de la région sud qui a reçu ses agréments, ses labels et qui va accélérer. Hier, ça a été abordé à l'agence d'urbanisme qui est missionnée pour le développer sur notre territoire. Cathy y était présente, donc elle peut en témoigner. Je rappelle que les avantages de notre territoire, ce n'est pas que les voies cycles, c'est aussi 2 gares actives, Courthézon et Orange, c'est aussi de l'autoroute A7 et A9, mais qui demandent aussi de parler eh bien, de covoiturage, d'aires de covoiturage, de ZFE, qui vont s'appliquer sur notre territoire vauclusien. Donc la mobilité est bien plus large, mais je pense qu'on pourra aborder la ventilation par commune sans aucun problème. Merci Nicolas pour ce cours élémentaire de ventilation sur la dette qui est important à connaître. J'y tiens, c'est important. Après, je sais pas, je suis désolé, hein, mais c'est de la méconnaissance de la gestion.
les affaires publiques, Madame Normani, ça devient chronique. Et là, pour le coup, je pense qu'on sera d'accord avec tous les maires. La déviation, on l'a déjà dit, ça date de mon prédécesseur au Conseil général, Édouard Daladier, qui en avait déjà parlé dans les années 30. C'est devenu l'autoroute. Puis après, on s'est rendu compte que on était un carrefour européen, et donc ça fait 80 ans qu'on attend la déviation. Quand j'ai été élu en conseiller départemental en 2015, dans les travaux qu'on faisait, on disait la déviation sera finie en 2020. On est en 2025. Et là pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'était Clodo à l'époque, puisqu'on allait chaque année à l'Assemblée générale, et là pour le coup c'était vraiment transpartisan et intelligent. On allait chaque année à l'Assemblée générale de Violès sans poids lourd, qui est traversée chaque jour par 500 poids lourds, qui est vraiment malheureusement très compliqué, et on a perdu 3 ans, juste parce que dans la convention sur laquelle l'État, la région, conseil général à l'époque, enfin déjà qui était en train de devenir conseil départemental, la commune, puis l'Interco, on s'était mis d'accord sur une clé de répartition. Et qu'on appelle ça, le trésorier payeur régional n'était pas d'accord sur la rédaction et a fait perdre 3 ans. Il a fallu repartir de zéro. Donc vous doutez bien, enfin il faut que vous le compreniez parce que c'est extrêmement important, vraiment, c'est très très important. Vous doutez bien que si un changement de virgule auprès des cofinanceurs fait perdre 3 ans, un changement, c'est important que vous le compreniez, c'est important. Un changement de calibrage, de tracé, c'était la mort du projet. C'est important que vous le compreniez, hein, vraiment. Bon. On a fait ce qu'on a pu pour essayer de vous expliquer depuis 5 ans. Sur les projets, moi je serai un peu moins là, très concrètement, sur les projets. Pour parler des projets, on en a plein la musette, ça j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais là, on a investi un sacré paquet on a investi énormément en une seule année. Donc il nous faut aussi un peu le temps. Mais des projets, vous inquiétez pas, je ne doute pas que Nicolas en a plein, fait que tous nos collègues en aient plein sur les compétences de l'Interco et qu'on y arrivera. Ça, vu comment on sait investir, à l'inverse de vos amis macronistes, sans augmenter les impôts, je pense qu'on y arrivera. Bon. Oui, je vous en prie, Monsieur Brunet. Merci. Oui, bonjour. La première question, c'est pour Monsieur Paget. En fait, page 6, je pense qu'il y a une erreur de frappe, là, le chapitre 2.5. Les résultats de l'année laissent apparaître un excédent de fonctionnement de 3 038 000. Je pense que c'est 3 068 000, non? On nous dit que c'est 68 et que ça a été corrigé. Merci. Ben moi, j'ai pas le... Enfin, sur ce qui a été envoyé, c'était 38. Voilà. Ok. Et puis, le deuxième point, c'est page 15, sur l'évolution des ressources humaines. Alors, vous avez un bon résultat, même je dirais un très bon résultat. Vous avez réussi à compenser les 5 points d'indice, c'est-à-dire une augmentation donc, du DR12 de 166 000 €, pour baisser la totalité en fait, des dépenses de personnel à moins 110 000 €. Vous pouvez nous donner votre expérience là? Comment vous avez fait? Pardon, excusez-moi, vous pouvez me répéter la question, comme diraient les inconnus? C'est plutôt une demande en fait. Comment on a fait pour baisser les charges de personnel? On a eu des départs en retraite qu'on n'a pas remplacés. 2 personnes, oui. Et, oui, mais on était parti sur une politique d'embauche. Et finalement, on a réduit la voilure, on a maîtrisé le plus possible. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez avoir l'excédent de fonctionnement pour pouvoir le virer en investissement, ce qu'on fait à la ville comme à l'Interco, vous êtes obligé de comprimer le personnel ou de ne pas remplacer. Oui, c'est ça, mais en fait, bon, vous avez baissé de 2 personnes, donc ça me paraissait avoir baissé de 270 000 €. Les 2 personnes ne compensent pas cette somme-là. Voilà, j'aurais voulu savoir si vous aviez d'autres recettes ou d'autres possibilités. Quoi. Non, c'est pas 270, c'est 110. Hein. Oui, mais vous avez une augmentation de 166 000 par rapport au point d'indice. Et en tout, vous avez réussi à baisser donc, les charges du 0,12 si vous faites 160 plus 166 moins 270, ça vous fait un résultat de moins 110 quoi, en fait. Donc c'est une baisse significative. J'aurais voulu savoir comment vous avez fait, c'est intéressant. Attendez, je vous entends pas. Allez-y, c'est encore plus simple.
Oui, mais oui. Tu veux répondre? Allez-y, monsieur. Je n'ai pas trop de réponses. Je ne suis pas à la RH pour vous répondre directement. Ce que vous dites, monsieur Brunier, c'est qu'il y a eu 110 000 € d'économisés sur le chapitre 012. Et vous rajoutez en fait l'augmentation qu'on avait annoncée par rapport à la NBI, c'est ça? Oui, je pensais que ça montait à 166 000 et qu'après, par rapport aux résultats précédents, vous étiez descendu à moins 110. Donc ça faisait un gap, un écart de 270 000, vous comprenez? Ça a monté plus 166 par rapport aux indices, ce qu'on a tous. Vous êtes de compte administratif à compte administratif ou de compte administratif à budget? Parce que c'est pas pareil. Je lis la page 15, c'est tout quoi en fait. Hein. Enfin, c'est pas forcément sur les chiffres, mais la question c'était comment on fait pour baisser autant les charges quoi en fait, parce que ça pourrait nous intéresser nous pour les autres villes. Quoi. Je crois que monsieur le maire vous a répondu en partie. C'est essentiellement le non-renouvellement de personnel. Hein. Et du coup, quand vous en avez des départs à la retraite aussi qui partent, et on a une génération assez âgée qui est en train de partir à la retraite. Et quand on remplace ces gens-là, ceux qu'on remplace, fatalement, c'est des plus jeunes qui arrivent. Donc là aussi, il y a un gain qui est énorme. Et normalement, ça va se passer dans toutes vos communes aussi. Puisque vous savez, on a dans la génération du Papy Boom, là, et on a vraiment une génération, nous sur Orange, je crois, sur les 4-5 ans qui viennent, on a à peu près 40 ou 50% des effectifs qui partent. Un peu moins. Donc ce pourcentage-là, qui est des gens, qui concerne des gens âgés, proches de la retraite, donc qui ont un salaire un peu plus conséquent, seront remplacés par des jeunes, donc avec une économie à la clé. Donc oui, c'est une partie aussi de l'explication. Oui, tout à fait. Essaye de gérer au mieux. Voilà, merci. Je vous en prie, monsieur Bruni. Est-ce que tout a été dit? Bon. On prend acte. On vote? On vote la prise d'acte. Putain, ça devient compliqué maintenant. Hein. Bon, allez, on vote la prise d'acte. Alors, 36 votants, 36 votes, 34 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Le dossier numéro 3 est un dossier plus comptable. Vous savez, c'est une délibération qu'on passe chaque année. En règle générale, les investissements inférieurs à 500 € sont considérés comme du fonctionnement, sauf à ce qu'on considère à ce que ces investissements inférieurs à 500 € ont une notion de durabilité. Et donc, chaque année, on passe cette délibération, assez régulièrement. Et donc, c'est le cas là, pour des sujets comme des coques de protection, des luminaires, des porte-manteaux, des anneaux, des arceaux de parking pour les vélos, des racks à vélos, pour lesquels on considère qu'il y a une notion de durabilité et qui passe donc en investissement et non pas en fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? C'est bon? Pas compliqué? Allez, ça marche. Dossier numéro 4. Il faut voter, pardon. Bon, préparez-nous le dossier. Ça, j'avais oublié. Pourquoi il vote contre? 36 votants, 36 votes, 29 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4, demande de subvention au titre de la DETR. Les deux dossiers suivants concernent des demandes de subvention. La première concerne la demande de la DETR sur l'aménagement des rues intramuros de Courthézon. Vous le savez, les réseaux ont été enterrés. On va procéder à la reprise des enrobés. Ça a été d'ailleurs abordé en bureau hier. Quel que soit le résultat de la DETR, nous réaliserons l'opération. Par principe, on demande malgré tout la DETR auprès du sous-préfet, même si les attributions sont quasiment bouclées. C'est une opération à 183 000 € et nous demandons à hauteur de 50%, à savoir 91 600 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Allez, on continue d'investir. On vote?
Pardon. 36 votants, 36 votes, 35 pour, une abstention. Ah, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pas de problème. Ce sera... Sans prix. Le dernier dossier finance de la journée, une demande de subvention au titre du fonds vert, pour ce qu'il en reste, pour la boucle de liaison via Rona et commune de Châteauneuf-du-Pape, avec le projet de construction d'une passerelle. Et donc il est demandé 57,40% du montant total des travaux études qui s'élève à 392 954 €, c'est-à-dire que nous demandons 225 555 €. C'est un dossier exprès pour M. Biscarat, pour faire plaisir à M. le maire de Jonquière. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ouh là là, bon, pardon, excusez-moi. On passe au vote, parce que c'était sur le vélo. Bon, pas grave. Ça, c'est bon. Alors, 36 votants, 36 votes, 36 pour, et à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, c'est Christophe Régnier-Duval. Une fois n'est pas coutume, messieurs, dames, bonjour, merci Président. Je vais vous parler du contrat opérationnel de mobilité. Ce contrat est une obligation issue de la loi LOM, et c'est la région qui s'occupe de ceci, en collaboration avec les différents EPCI. Donc l'objectif de ce contrat opérationnel, c'est de tisser des liens entre les différents territoires, pouvoir mutualiser les voies et en même temps nous dépassant les frontières administratives. Voilà, donc je vous demande de prendre acte et de voter ce contrat opérationnel de mobilité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Biscarat, je vous en prie. C'est pas que c'est mon dada, la mobilité, mais bon... Mais quand même. Non, non, mais je veux dire par là, il faut être logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au développement économique. Moi, je voudrais quand même savoir pourquoi on ne peut pas faire d'abribus à partir du budget de la mobilité, alors que quand même, on s'adresse à des transports en commun, quoi. Ouais. Voilà. Monsieur Biscarat, je ne vais pas payer des abribus du réseau du conseil régional. Ils nous pompent assez d'argent comme ça. Pardon, le répétez oui, mais pas. attendez. Mais non, mais ça dépend que de vous d'étendre le réseau sur les communes voisines. Non, hein. mais c'est inéquilibrable. C'est une honnête proposition, non, monsieur le président. Là, pardon, mais c'est une gabegie. C'est une gabegie. Si on commence à étendre le réseau, il faudra augmenter la fiscalité sur les entreprises. Il y a un réseau régional qui est, pour le coup, quand même, je pense qu'on peut dire pas trop mal pourvu. Il travaille, mais on ne va pas payer, nous, les abribus des arrêts de bus de la région. Là, pour le coup... Ah oui, en plus. Oui, en plus, le mobilier urbain, c'est vous, monsieur le maire. Si vous souhaitez en ajouter, vous pouvez tout à fait, par contre. Monsieur le président, je vous en prie. Je crois savoir que je ne suis pas le seul à faire cette demande au niveau des communes de cette intercommunalité. Voilà, c'est tout. Mais j'entends, hein, mais je vous fais part de ma remarque, mais encore une fois, le mobilier urbain, c'est la compétence des maires. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas empiéter sur la compétence de mes collègues et j'essaye de le faire le moins possible. Donc, si vous voulez effectivement faire des abribus à Jonquière, rien ne vous empêche de contractualiser ou avec un prestataire ou de le faire vous-même. Je n'y verrai aucun inconvénient. Mais l'occupation du domaine public, les voiries, entre guillemets, c'est le président de l'Interco, l'occupation du domaine public, c'est le maire. Et je respecte vos prérogatives, monsieur le maire. Mais excusez-moi de vous le dire. Je vous en prie, dites-le moi. Je trouve qu'avec des réponses comme ça, on n'est pas très, disons, dynamique pour les communes autour d'Orange sur la mobilité. Je sais. Parce que là, ça casse un peu les reins aux communes autour d'Orange. Non, non, pas du tout. Parce que quand même, il y a quand même, pour payer cela, un versement mobilité des communes. Alors, donc c'est en lien avec la délibération sur la mobilité précédente. J'ai bien entendu. À ce moment-là, ce que je vous propose... Donc, je trouve que votre réponse, elle est un peu osée, vous voyez. Alors, ce que je vous propose... Non, elle est respectueuse de vos compétences. Vous devriez... Oui, mais fait... Moi, je veux bien qu'on apporte le versement, parce que c'est la réglementation, c'est la loi. Mais fait, il arrive un moment
Et je répète que nous ne sommes pas la seule commune à demander cela. Voilà. Je dis simplement de nous écouter. Mais je vous écoute. Je Ben vous non, écoute. puisque votre Mais si. réponse n'est, à mes yeux, le pas maire. logique. Hein. Voilà. Monsieur le maire, je vous écoute et je vous réponds. Après, moi, ce que je vous propose, on regarde effectivement, parce que vous l'avez demandé, c'est de bon sens, la participation sur le budget mobilité des entreprises qui sont assises, et on fait au prorata par rapport à ce qui est financé. Mais encore une fois, ça, il faut le voir entre vous et moi, parce qu'il va y avoir un chevauchement de compétences. Et encore une fois, je vous dis, moi, pour vous donner un exemple très concret, les abribus de la ville d'Orange, ils ne sont pas payés par le budget mobilité, ils sont payés par le budget général de la ville. J'ai un marché avec un prestataire et les abribus sont pris en... C'est moi, en tant que maire, qui l'utilise. Je ne vois pas pourquoi, si des maires veulent le faire, c'est à eux de le faire. Monsieur le Président, sinon, vous allez me déléguer encore des pouvoirs. Et, Monsieur le Président, si vous changez la règle sur ce que vous venez de préciser, moi, ça ne me choquerait pas. Hein. Je trouverais ça du bon sens. Parce qu'elle expliquait à l'usager à qui on incite à prendre les transports en commun, et je ne suis pas anti-voiture, mais il faut suivre quand même l'évolution des choses, eh bien, vous allez lui expliquer que là, on ne peut pas faire parce que ceci, cela, je prends vos arguments, hein, et là, on pourrait faire parce que ceci ou cela. Ben, écoutez, c'est incompréhensible pour l'usager des transports en commun. Voilà, c'est tout. Non, c'est Il très faut des choses simples, comprises par tout un chacun, et en particulier celui à qui on incite à prendre les transports en commun. Voilà. C'est très simple. C'est la responsabilité du maire. Les abribus de la ville d'Orange sont payés par les Orangeois. Voilà. Et je vois pas pourquoi... Président, j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Hein. On est d'accord de ne pas être d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre conclusion, c'est Oui. pas la mienne. Tout à fait. Bah non, vous êtes d'accord pour ne pas être d'accord avec moi aussi. Je pense, on est d'accord là-dessus. Vous avez fait une honnête proposition, mais vous n'en tenez pas compte. Non, je n'ai pas dit que j'en tenais pas compte, j'ai dit que ça Vous s'étudiait. me répondez ça? Non. Bon, d'accord. Moi, je suis un homme de dialogue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quoi? Allez, on passe au vote. Alors, 36 votants, 36 pour, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 7. Merci Président, Mesdames, Messieurs. Donc, il m'appartient de vous présenter, ça concerne la ville de Courthézan principalement, puisqu'on a déjà délibéré dernièrement sur la 4e échéance du fameux plan bruit dans l'environnement, hein, qui concerne essentiellement, vous le savez bien, les routes à fort trafic, hein, qui traversent nos villes, et en particulier, donc pour Orange, comme je viens de le dire, et Jonquière, c'est déjà déterminé. Il nous reste également à approuver ce PEB au titre du réseau routier et communaux à fort trafic sur la commune de Courthézan. Voilà. Donc, l'article 1, il faut approuver la mise en consultation du public de ce PEB, voilà, qui est joint, que vous avez hein, dans tout le dossier pièce jointe. Ensuite, l'article 2, d'approuver la 4e échéance du plan de prévention bruit dans l'environnement sur la commune de Courthézan. Et l'article 3, d'autoriser le président à accomplir toutes les démarches et formalités et à signer tous les actes nécessaires. Voilà. Est-ce que je voulais poser une question, moi, monsieur le maire, de Nicolas? Est-ce que ce PEB en particulier, quand tu étais allé défendre récemment au niveau parisien l'obtention enfin là où du moins la prolongation de fameuses protections phoniques au bord de l'autoroute, ça rentre en conséquence dedans? Là, l'objectif porté par le ministère et le préfet de Vaucluse, c'est de faire une étude in situ portée par le CEREMA, puisque aujourd'hui les études de bruit ne sont que des projections et non pas des mesures réelles sur site. Et donc là, l'objectif, c'est de faire une étude complémentaire qui suivra l'autoroute. Exactement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut voter, chers collègues. Non, pas de questions. Déjà qu'on n'arrive pas à avoir notre limitation à 110.
Mur anti-bruit. Ça a été demandé là, lors de la consultation. Oui, tout à fait. Ça a été... Alors c'est inscrit également au PCAET oui. de l'Interco, mais bon. Mais on attend toujours... On verra l'application, hein, on dans nous les a dit faits. non que officieusement. Donc le dossier numéro 8 maintenant rentre dans la gestion des déchets. Attendez mon colonel, on n'a pas clôturé. Thierry n'est pas là? Excusez-moi. Thierry, on n'a pas eu ton scrutin? Je t'en prie. Alors, 36 votants, 36 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours le colonel Marco. Toujours pour moi. Donc du coup, ça concerne la gestion des déchets. Il y a 3 dossiers successifs. Donc le dossier numéro 8, modification portant sur le règlement de collecte donc, du Pays d'Orange en Provence. On remet à jour, sachant que le dernier date d'il y a 7 ans, le 26 janvier 2018. Donc il s'agit d'un document qui a été joint de 68 pages, mises à jour. Considérant que de nombreuses évolutions ont eu lieu et doivent être prises en compte dans le règlement de collecte, et notamment pour les dernières modifications, la mise en place des composteurs individuels, le changement d'accès aux déchetteries intercommunales pour les professionnels, les évolutions de la redevance spéciale vers les gros producteurs artisans ou industriels, les déchets acceptés et refusés en déchetterie, les changements de jour et d'horaire de collecte aussi dans les circuits. Donc, considérant qu'il relève de la compétence du Conseil communautaire d'acter toute modification à ce règlement, il est demandé au Conseil d'approuver ce nouveau règlement de collecte 6 juin et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? Attendez. Ah, ça marche, je le bordel. Ah, ça y est. Madame Arsac, on n'a pas eu votre scrutin. S'il vous plaît. « 36 votants, 36 votes, 36 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Toujours. Alors, numéro 9, c'est la prise en charge des déchets issus des lampes collectées dans le cadre du service public de la gestion des déchets. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'acronyme la D3E, tout ce qui est donc déchets d'équipements électriques et électroniques, voilà, qui sont catégorisés 3. Ça a été mis en place par le POP il y a déjà quelques années. Il s'agit donc des mises à jour de la nouvelle réglementation pour les collectivités ayant mis en place ce système de collecte séparé, dite D3E, depuis le 1er juillet 2022, et des changements listés dans la présente délibération. Ainsi, l'organisme qui était donc initialement le coordinateur de ces ramassages, de cette filière-là particulièrement, s'appelait LOCAT 3E, qui contractait avec les collectivités. Aujourd'hui, on est obligé de changer ce statut. C'est un autre écosystème qui va donc s'occuper de cette filière. Donc le POP souhaite maintenir son plan d'action visant à améliorer donc la propreté de son territoire, qui inclut le recyclage des déchets d'équipements électroniques et ménagers. Dans ce cadre, le POP souhaite conclure un nouveau contrat relatif à la prise en charge de ces déchets issus donc des lampes collectées dans le cadre du service public de gestion des déchets depuis le 1er juillet 2022. Donc il appartient au Conseil communautaire de décider, en article 1, constater la cessation à compter du 30 jours, alors c'est du effet rétroactif, hein, parce que c'est des mises à jour techniques en matière statutaire de ces organismes. Le 30 juin 2022 à minuit, la convention intitulée « Convention relative aux lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération intercommunale », anciennement conclue avec OCAT-D3E. L'article 2, autoriser Monsieur le Président donc, à signer avec cet organisme l'acte intitulé « Acte de cessation de la convention relative aux lampes usagées sur les communes des établissements publics de coopération intercommunale », dont un exemplaire est annexé à cette délibération. Et l'article 3 est donc maintenant d'approuver et d'autoriser M. Yann Bompard, président de la communauté de communes du Pays d'Orange en Provence, à signer avec Écosystème le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus des lampes
collectés dans le service public de gestion des déchets, dont un exemplaire est également annexé à la présente délibération et qui prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2022 et qui nous emmènera jusqu'en 2027 normalement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Pas de questions, on passe au vote. « 36 votants, 36 pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Xavier Martin. Ouais, sur moi, numéro 10, là on rentre dans le type de collecte unique dite sélective, hein, vous savez, c'est les fameuses colonnes dans lesquelles on fait le tri sélectif pour la période 2025-2029. Donc je ne vais peut-être pas reprendre tout l'ensemble des textes pour simplifier un peu. Donc dans le cadre de changements pareils, statutaires, si on peut dire, de cette filière. Dans le cadre donc, de l'agrément dont bénéficie Citeo pour l'année 2024, les parties ont conclu un contrat pour l'action de performance dit CAP, donc portant barème de soutien aux collectivités proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et des traitements de ces déchets ménagers. Ce contrat type unique collecte sélective couvrant les périodes 2025-2029 est désormais mis à disposition des collectivités pour signature. Considérant que le POP avait déjà conclu un CAP avec Citeo précédemment, il est proposé de conclure à nouveau ce nouveau contrat par Citeo, le contrat type unique, ils appellent ça, c'est leur nouvelle appellation juridique, contrat type unique collecte sélective, pour continuer de bénéficier du barème de soutien aux collectivités. Vous savez qu'on retouche effectivement, après versement pour un certain nombre de produits de déchets de ce type, il y a des redevances qui nous sont ensuite rétrocédées. Le conseil communautaire donc, doit approuver le contrat type unique de collecte sélective portant accompagnement donc, de l'éco-organisme Citeo et l'article 2 d'autoriser M. le Président à signer par voie dématérialisée ce type de contrat, type de collecte sélective proposé par Citeo couvrant les périodes donc 2025-2029 ainsi que tous les documents y afférents. Voilà, Président. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Ah. Allez, 36 votants, 36 pour, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bonne semaine à tous, pour ceux que je ne revois pas.